Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je vais me présenter. Donc, Vincent Génaud, directeur des services numériques du centre hospitalier Vauclair, ancien RSSI sur le groupement hospitalier de territoire de Dordogne. C'est là où on mange bien. Il y avait 11 hôpitaux, c'est le foie gras le canard, et avec moi. Donc Fabrice Kozik, cofondateur et président de la société Serenicity, qui travaille main dans la main en expérimentant un certain nombre de choses sur les territoires. Et force est de constater qu'on avance et qu'on protège des acteurs complets, des écosystèmes complets, du plus petit au plus grand. C'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Du plus petit au plus grand. Alors le Cyberdome Santé, donc tour de contrôle d'une menace sectorielle, pour me présenter en fait depuis 2021, 7 cyber-incidents à mon actif, dont, n'est-ce pas, on peut en témoigner ensemble, dont un avec le même cyber-incident que Dax. Pour ceux un petit peu techniques, alors n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc Ecmotet, Trickbot, Ryuk en mars 2021. Nous, on le subit à Périgueux en juillet, on verra, on en parlera un peu. Et après, d'autres cyber-incidents, d'autres un peu plus manuels, et puis d'autres où on avait en effet des liens avec GE. Et l'idée est, alors pour me présenter aussi, donc je suis réserviste en cybersécurité pour l'OFAC. Et ma grande question, ça a été pendant 3 ans, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent et qui vient nous voir? Et comment on va pouvoir un petit peu essayer d'identifier cette menace et comment aussi protéger l'écosystème. C'est-à-dire que moi, j'ai un CH qui a un petit peu de moyens, on est en psychiatrie malgré tout, on a un peu de moyens de technologie. Et l'idée, c'était de dire comment on va aussi pouvoir industrialiser, d'où le fait d'avoir un industriel à mes côtés, pour baisser le coût de la cybersécurité et venir jusqu'à l'EHPAD. J'ai de la famille en EHPAD sur mon territoire. OK, je suis RSSI sur un GHT. J'ai la possibilité de mettre des outils de cybersécurité. Et en fait, là où est mon beau-père, qu'est-ce que je vais mettre en place pour amener ce niveau? Et toute ma réflexion et tout ce qu'il va y avoir autour de ce projet, et je remercie encore l'industriel qui est à mes côtés parce que c'est vraiment une co-construction. Et je vais vous amener vers une autre approche de la cyberdéfense. Donc le Cyberdome, ouais, c'est un peu à la mode. Bon, c'est le nom qu'on lui a trouvé. Trump essaye d'en faire un en or, mais pour l'instant, il a un peu de mal. Alors le Cyberdome, c'est une nouvelle philosophie de la défense. Alors nouvelle philosophie, ça existe depuis les années 80, et en tant qu'ancien militaire, ce sont des pratiques que l'on a aussi sur le terrain, en termes de stratégie ou autre, et c'est ni plus ni moins que ce que j'ai connu dans mes autres expériences qu'on va mettre au bénéfice de la cybersécurité. Et pour ce faire, donc on a rencontré et j'ai travaillé dans le cadre de mon diplôme universitaire en cybercriminalité que j'ai obtenu l'année dernière, et on a fait des études avec l'école supérieure de Léonard de Vinci, avec Propulsar et l'industriel que je recherchais, pour dire, voilà, est-ce que ce concept peut fonctionner et est-ce qu'on peut le tester et voir ce que ça donne de manière artisanale. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de venir mettre des leurres dans le système d'information, avec un système d'information assez mature, qui permettent quand même de s'assurer qu'on va mettre donc, les leurres, les honeypots, c'est essayer d'attirer les attaquants chez nous, d'avoir des sondes qui vont couper l'ensemble des flux licites et illicites, on va dire, et puis un outil de visualisation qui me permet en fait de communiquer et de montrer même des tableaux de bord à ma direction ou à des techniques et non techniques. Alors pourquoi Serenicity? Donc fondé en 2018, 10 brevets. Ils ont les conventions avec le Club Cybergendre et la DCPJ. C'était ce qui m'intéressait aussi de travailler avec un industriel qui avait les conventions qui allaient bien. Souverain, avec une notion de partage et de simplicité. Économique, il va aller mieux. Et dont le savoir-faire, justement, c'est la caractérisation de la menace cyber, c'est l'industrialisation et la qualification des IOC, une maîtrise de la déceptive technologie, parce que certes, il y a beaucoup de produits open source qu'on peut faire chez soi, on peut faire pas mal de choses chez soi, le tout, c'est de pouvoir l'industrialiser et de faire d'autres choses avec, et aussi d'avoir une solution technique frugale. Vous allez voir dans la diapo juste après, mais je vais vous montrer pourquoi j'avais besoin d'une solution frugale. Donc l'écoute et la co-construction métier, ici la santé, et puis l'idée d'avoir une vue communautaire, une zoom par site, une détection de blocage, de connexions illicites, de partage d'informations, enfin, dans l'idée du territoire. En tant qu'RSSI d'un GHT, avec 11 établissements, j'étais qu'à 50% de mon temps, c'est comment je fais à mi-temps pour essayer de voir ce qui se passe sur l'ensemble de mon territoire. La naissance a eu lieu donc du projet au centre hospitalier Vauclair en octobre 2023. On est en janvier 2026. On va vous prouver un petit peu le concept de la supply chain, c'est-à-dire comment on a une attaque sur la supply chain santé.
Pourquoi j'ai pris Serenicity et cette version frugale? On travaille avec un opérateur qui n'est pas cité ici. La sonde est en cœur de réseau opérateur. Alors pour ceux qui ne sont pas techniques ou pas, sur le IPMPLS, c'est une première en France. Souvent, les sondes dans les OIV sont faites à côté. Je travaille avec une autre sonde, bon, pour ne pas la nommer, une grosse sonde avec une IA depuis 2021 qui nous a sauvé un peu voilà, les miches, on va dire, à Périgueux. Et j'ai étudié un peu le mode de fonctionnement. Mais là, l'idée, c'était de dire, OK, tout le réseau, dès que je vais agréger, est-ce que je suis capable de mettre une solution qui peut couper un flux qu'on va appeler illicite? Et là, pour ceux qui sont un petit peu techniques, 2 vCPU à 50% en cœur de réseau opérateur, quand on fait des visios, ça ne coupe pas. Hein. Tous ceux qui m'ont eu au téléphone ou autre, le flux est protégé et on ne coupe que les flux qui ne sont pas nécessaires. L'objectif, c'était de rendre visible ce qu'on appelle l'invisible. Habituellement, quand vous récupérez en fait, vous posez un pot de miel et vous récupérez des informations sur les attaquants, on va récupérer le datage, l'adresse IP qui vient taper à la porte, c'est ce qu'on a sur les firewalls, le pays, la ville, le protocole et le port. C'est-à-dire, en gros, vous ouvrez, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on vient faire? Souvent, vous entendez des cyberattaques sur les RDS, les serveurs FTP, les serveurs HTTP ou autres. OK, c'est bien. On sait on va pouvoir poser ce genre de choses. Il y a des solutions, même open source, qui existent, que vous pouvez poser. Vous pouvez faire ça chacun dans votre coin. Mais l'idée, c'était de dire, OK, on va s'appuyer sur un industriel qui va être capable de catégoriser et de dire à l'échelle, entre autres là, du pays, en fonction du nombre de clients, je crois que vous avez plus de 1200... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est présent pas uniquement dans le monde de la santé, on représente 70% des codes APE et des activités en France, ce qui nous permet de comparer les informations issues du monde de la santé aux autres secteurs et de pouvoir ainsi avoir une visibilité sur la diffusion de certains IOCs qui sont génériques ou est-ce qu'ils sont utilisés spécifiquement pour le monde de la santé. Alors ça, c'était pour en effet ma culture aussi, c'est-à-dire de voir au niveau en santé ce qui va se passer. D'accord, ok. Donc là, on avait fait une expérimentation, en fait, ça a été vraiment le point de départ de la réflexion, c'est on a posé ça le 3 octobre 2023 au 2 novembre 2023. Et en fait, quand on a commencé à mettre les pots de miel, on a identifié jusqu'à 62% des adresses IP qui n'étaient pas connues dans des bases de données, on va dire, référentielles. C'est-à-dire qu'on est capable quand même de capter aujourd'hui de l'information qui n'est pas référencée dans des bases de données qui sont partagées, ou soi-disant partagées. Et le preuve de la concept de la supply chain santé, c'était justement donc avec l'industriel de sortir ces codes APE, ce que vous pouvez voir là avec les EHPAD, les laboratoires. Tout à fait. Au-delà de l'expérimentation en Dordogne, on a, nous, des clients qui sont des pharmacies, d'autres hôpitaux et des cliniques. Et en fait, on s'est aperçu que 9 adresses IP, donc quelque chose de rare, eh bien, se concentraient sur le monde de la santé. Et là, on les comparait à des bases type IP Data et autres. On a une vingtaine de sources d'IP différentes. Et là, on se posait cette question, quid d'une attaque APE par ces IP-là sur le monde de la santé, plus spécifiquement la supply chain globale. Donc là, en quelque sorte, c'était de démontrer qu'on était capable d'identifier des attaquants. On vient m'attaquer en... Donc on remet plus haut. OK. Donc on va pouvoir identifier, là actuellement c'était un cluster en fait d'attaquants d'une petite entreprise, enfin c'est une petite entreprise chinoise visiblement qui venait chercher à Vauclair en Dordogne un certain nombre d'informations. On a la même chose en Russie et le facteur déclenchant c'est celui-là. C'était le 10 octobre 2023. Et vous avez 2 adresses IP. Je dis pas de bêtises, ça marche. Ouais, ça marche pas sur un écran, mais on s'en fout. Ici, je peux vous dire que des adresses IP publiques, il n'y en a pas beaucoup. Ce genre d'information, sur le laps de temps donné, peut être intéressant. Et les pays à côté. Et c'est marrant aussi de voir la simultanéité de certaines attaques. On peut en tirer certaines choses. Alors, ce qu'on appelle rendre visible l'invisible, donc ce que je disais toujours, c'est les connexions IP vers Internet, sont-elles légitimes ou pas? Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, vous allez sur le site du Monde, vous regardez en effet, vous avez accès à l'information, et en fait, indirectement, à travers le site et toutes les connexions qui vont, on va vous orienter vers d'autres choses. Et du coup, votre navigateur va aller vers une autre information. C'est là où on va vers le CEO, c'est là où on va vous capter, et en fait, votre connexion, elle devient quelque part illicite. Vous voulez aller de l'établissement vers une page Internet, avec toute la collecte de tout ce qui peut être, on va dire, autour des pages web ou autres. Moi, ce que j'appelle un IOC, c'est à partir du moment où j'ai une connexion réseau qui ne va pas là où elle doit aller.
Et alors, l'IOC qui m'intéresse le plus, c'est celui-là, c'est le C2. C'est-à-dire un serveur C2, c'est un serveur de command and control qui joue un rôle central dans l'ensemble des attaques, qui permet en fait, lorsque votre poste est infecté et que vous ayez un keylogger ou un ensemble dessus, en fait de prendre, de communiquer avec l'attaquant. La mauvaise nouvelle quand vous avez un C2, c'est que l'attaquant est chez vous et en fait il peut faire un certain nombre d'opérations. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait on peut le trouver, parce que c'est une communication bidirectionnelle. Ça, c'était pour montrer aujourd'hui qu'avec un pare-feu, parce qu'on est tous, à leur principe, équipés d'un pare-feu, que potentiellement, il y a des fuites. C'est un observatoire qu'on a fait de par notre présence. Donc vous avez là sous les yeux 250 clients qui ont 16 pare-feux différents. Ne demandez pas les noms, hein, on n'est pas là pour dire qui fait mieux ou qui fait moins bien, mais c'est simplement aussi pour illustrer le fait qu'entre des pare-feux configurés en labo et suivis en permanence à l'état de l'art plus du constructeur, on a une sécurité. La réalité terrain, elle est là. C'est-à-dire que 98% ont laissé passer des flux toxiques avérés sur ces périodes de temps. Donc aujourd'hui, de faire reposer sa défense réseau uniquement sur des pare-feux du marché, quelle que soit la solution, c'est un moment s'exposer à l'ouverture de flux non souhaités, illicites sur son réseau qui vont permettre de charger ou de sortir de l'information. Donc l'idée du collectif en santé, et ça encore une fois je remercie nos institutions pour ce qui se passe, parce que d'un petit projet, et je vais le réexpliquer, donc d'un projet un peu artisanal qui s'était monté au niveau de notre CH, on a un deuxième cyberdome qui est arrivé de l'autre côté de la France, donc aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, l'idée de l'écosystème de protection, c'est de dire, ok, on va prendre un membre assez bien capé sur le territoire en question. Donc moi, sur mon territoire, j'ai pris mon établissement et j'en ai pris la responsabilité. Sur un autre territoire, c'est un établissement support ou autre qui a une bonne maturité cyber, qui va prendre responsabilité. Et en fait, à partir du moment où une adresse IP malveillante va être détectée, en fait, on va pouvoir communiquer à travers le réseau et tout le système, tout l'écosystème de l'industriel et avoir l'information quasiment en temps réel. Ce qui veut dire que si on a une adresse IP d'un attaquant ou qu'on détecte une fuite de données vers un site, on est capable de voir sur une console centrale tout ce qui se passe, tous les clients en question et donc pour tout le territoire en question. Donc là, entre autres, c'est le Cyberdome 38 qui a pris naissance récemment. On est à 50% du déploiement actuellement. Et puis sur le GHT 38, donc on voit on a 4 établissements et à venir justement un 5e établissement, un EHPAD, qui va arriver en mars 2025. Et alors mars 2026, merci. Donc pour montrer un exemple, ça c'est le GHND, donc on a fait la restitution la semaine dernière, une première restitution pour la journée cyber qui présentait là-bas. Voici déjà ce qui a été identifié. Ça, c'est même pas avec les pots de miel. C'est juste en partie en plus de ce qui fuite de l'information. C'est-à-dire les sondes Detoxio permettent quand même de montrer l'ensemble des flux qui sont souhaités ou pas, et avec une qualification ou pas sur les flux en question. On va y revenir un petit peu. C'est que là, ils sont aperçus en étant soi-disant matures. Enfin non, ils sont matures. Je vous assure qu'il y a un filtrage qui a été fait là-bas où j'étais très surpris et j'avais même un peu peur. J'avais dit à Fabrice, je suis pas sûr qu'on va avoir quelque chose. Tellement le système était bien filtré, la microsegmentation appliquée. Et en fait, eux savaient qu'il y aurait potentiellement des fuites. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que par exemple, et ce n'était pas normal pour eux, le NTP, des serveurs NTP qui n'étaient pas bien configurés. C'est-à-dire que logiquement, le NTP est censé rester en interne. On va poser des horloges pour éviter d'avoir des flux NTP qui partent vers l'extérieur. Et là, typiquement, on avait des équipements qui commençaient à biconner, donc à taper en fait du flux extérieur. Le DNS. C'est-à-dire, logiquement, vous êtes censé filtrer vos DNS, mettre de la protection DNS, et en fait, bizarrement, vous avez des postes ou des équipements qui vont faire des requêtes DNS ailleurs. Ce qui veut dire que si demain, vous faites de au-delà de l'hyperréputation, enfin, du DNS, du filtrage sur DNS, en fait, ça passera outre. Ce qui veut dire que si vous mettez les protections autour du DNS avec de la qualité ou de tout ça, si en fait, vous n'avez pas... si votre requête DNS sort, en fait, un attaquant peut se faire passer pour n'importe quel site. Et tout ce qui va être phishing ou autre, entre guillemets, vous pouvez, toutes les protections que vous avez mises, vous passez à travers. Alors pour information, suite aux dernières mises à jour Windows 11 et 10, si vous aviez forcé le DNS, Microsoft passait par les leurs. Il faut faire une GPO pour empêcher Microsoft de sortir, enfin d'infliger, c'est le DNS over HTTPS, qui s'activait par défaut. Autre point que l'on a vu aussi, c'est on a été un petit peu surpris. Là, vous allez, alors c'est un peu petit à l'écran, je suis désolé, donc du Hewlett Packard.
donc des imprimantes, et vous avez 44 gigaoctets de données qui partent vers les États-Unis pour les imprimantes. Je ne sais pas quoi en penser. Eux non plus. Ça fait cher, ça fait beaucoup pour le firmware quand même. Alors pourquoi ça marche? Parce que certains ont dit oui, bon, alors l'IP réputation, ok, le fait de pouvoir bloquer, mais en fait, et là je vais, enfin, Fabrice, je te laisse sur cette expérience parce que c'est la question qu'on s'est posée en fait. Oui, en fait, le sujet, c'est qu'on a parfois des IP. Nous, on ne va pas qualifier l'IP. On a bien sûr conscience que certains sont des rebonds d'attaques de VPN et autres. Mais toute cette masse de données, alors, c'est vrai que petite particularité quand même, c'est que sur le plus petit de nos solutions qui va protéger les EHPAD qu'on a su industrialiser, on est capable par un de nos brevets d'emmener 1 million d'IP. En ce moment, il y a 1 million d'IP toxiques embarqués qui viennent filtrer le flux. Et ce million d'IP, alors il y a bien sûr des IP moins critiques que d'autres, mais c'était à l'origine du projet trouver des IP de reconnaissance, celles des leurs, et les corréler et les intégrer dans la base pour mieux protéger l'ensemble. Par contre, on peut se poser la question, oui, j'ai quelques flux qui sortent du NTP, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est un problème? Fort de l'expérience qu'a pu avoir Vincent sur un retour d'expérience qui va vous montrer, qui lui est très documenté, en fait de couper ces connexions, parce que c'est vraiment notre rôle de dropper, de couper la connexion, j'entendais le Larsen qui montait en puissance, de couper cette connexion et donc d'empêcher l'échange, et donc de casser le processus. Alors ça, c'était, nous, une théorie que Vincent a pu... En fait, en regardant un petit peu tout ça et riche de l'enseignement de ce qui s'est passé à Périgueux, je me suis dit, mais en effet, pourquoi ça fonctionne? Et cette solution que Serendicity déploie dans d'autres milieux, en fait, on va pas le dire trop fort, mais ça fonctionne. Alors, je ressors cet exemple du 7 juillet 2021 du centre hospitalier de Périgueux. Vous avez ici donc Emotet Trickbot Ryuk, c'est la même attaque que DAX. C'est pas l'outil de cybersécurité de Serenicity, c'en est un autre. Et on va retrouver jusqu'au patient zéro, puisque j'ai fait tout le forensic. Ça a duré 7 jours. Et j'ai fait tout le forensic de l'incident et essayer de comprendre comment on en arrive là et comment on est infecté et pourquoi ça pourrait être protégé que par l'IP réputation. Dans ce cyberincident, en fait, on n'avait pas activé l'IA et la réponse autonome du produit. On a eu 520 machines infectées en moins de 15 minutes et en fait une grosse propagation. Mais ce n'a pas été chiffré. Et sur le cyberincident, en fait, on s'est aperçu que nous, l'alerte, c'est-à-dire là où, entre guillemets, on a eu les serveurs qui sont partis en carafe et où on allait vers le chiffrement, c'était le 7 juillet à 14h59, le premier point. Et en fait, on va retrouver toute la chaîne de compromission avant. C'est-à-dire que le minimum, c'était 3 mois. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le système d'information 3 mois avant. Si le SI se faisait chiffrer, crypté, on va dire, parce que c'est pas sûr qu'on ait les clés après, ça veut dire que mes sauvegardes, même 3 mois avant, étaient corrompues. Et on a commencé à regarder avec le SOC. Ah, il y a un petit bout du nom qui apparaît. Et en fait, ils nous disent, ben voilà, entre le 1er juin et le 19 juillet, il y a eu 2178 connexions avec 97 événements uniques vers une seule adresse IP, avec du HTTP, et qu'on ne connaît pas. Et bizarrement, ils vont tous vers une image qui s'appelle balloondark.png. C'est là où j'ai adoré l'IA en question, parce qu'en fait, ce darkballoon.png, quand l'IA a détecté qu'il y avait plus de 500 machines qui simultanément se mettaient au même moment à vouloir aller là, elle a eu l'intelligence de dire on va peut-être pas laisser faire. Problème de cette sonde, c'est du TCP reset. C'est des sondes qui sont en mirroring. Pour ceux qui sont dans la technique du TCP, un TCP reset, ça marche. Sur de l'UDP, vous m'appelez quand vous aurez réussi. C'est un autre protocole. Là, la sonde, elle est en coupure. Que ce soit de l'UDP, du TCP, du QUIC, tout ce que vous voulez, on va couper. Et ce sera aussi chirurgical que ce qu'ils sont capables de faire. Et sur cette adresse, je vous ai masqué toutes les... Donc vous imaginez le nombre d'appareils qui pendant, donc on disait du 1er juin au 19 juillet, a biconné sur cette adresse IP. Vous voyez le C2 là? Et puis c'est bizarre, en creusant un peu et en cherchant,
une fois que les bases étaient un peu plus renseignées sur l'attaque de Trickbot, Emotet et Ryuk, et ben là on se dit, mais dis donc, en fait, aux alentours du 4 juin, il y a eu 152 hosts avec une connexion, et voici tous les points et les adresses IP, justement, qu'on vous dit, basés sur de l'IP réputation, partout où ça biconnait. Et en fait, l'attaque, elle vient pas forcément, elle vient à un moment donné d'une seule adresse IP du command and control, mais en fait, elle peut venir de plusieurs points. Et c'est le fait de couper cette chaîne où en fait, on va avoir plusieurs adresses IP. Et si vous êtes capable de venir couper ces adresses IP en temps et en heure, et on voit sur la chaîne, c'est-à-dire que la solution en question d'Arctrace, bon, c'est écrit là, elle est capable de me faire le post-mortem, elle est capable de couper avec son IA en interne au moment où ça se produit, mais tout l'amont, c'est passé quoi? Ça n'a jamais été traité. Et là, vous voyez les mêmes machines avec tous les C2 qu'il y avait à l'époque dans la base de données. Laquelle a détonné? Donc maintenant, grâce à ce qui se passe de l'autre côté, au niveau de la... Voilà. La force de ces constats où comment on peut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui ça fait 3 ans qu'on construit, que ça tourne, que c'est en place. Là en fait on a travaillé avec l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui fort de ses travaux et surtout de ce qu'on souhaitait faire après, on nous a attribué grâce au projet France Relance un budget d'accompagnement sur l'innovation, sur un nouveau groupement hospitalier du Nord Dauphiné pour venir intégrer 4 nouvelles fonctionnalités, 4 nouvelles innovations. La première, c'est la capacité, alors je sais pas comment mettre, c'est moi qui suis trop près, c'est la capacité, on anticipe des arrivées de données, de métadonnées plus importantes pour pouvoir aller plus loin. C'est le deuxième, le flux enrichi, ramener 3 métadonnées complémentaires, le web agent, le file et le DNS, qui vont venir nous permettre d'avoir plus d'informations et évacuer des faux positifs. On est aujourd'hui donc capable avec ces 2 briques d'avoir plus d'infos sur la connexion. C'est notamment le vrai problème sur les IP mutualisés de data center. Est-ce que le serveur derrière, quel est le DNS derrière qui vient? Est-ce qu'il est légitime ou pas? Ça, on va le travailler avec un outil de génération de rapports détaillés, alors qui accessoirement sera opposable aussi à l'article 32 de l'engagement de moyens pour la CNIL. C'est déjà le cas d'un premier rapport, mais là, on va aller un peu plus loin. Le tout étant de co-construire, encore une fois, avec les équipes, les sujets à aller chercher qui vont venir alimenter une IA. Mais une IA un peu particulière, c'est qu'elle sera centrale. Elle ne sera pas sur chaque équipement, elle ne sera pas dans chaque EHPAD, elle ne sera pas dans chaque ESMS ou chaque ES. Elle sera en complément en centrale et mutualisée, capable de sortir des patterns de flux légitimes, de flux illégitimes, accessoirement de faire aussi du commun. C'est partageable, ces informations, à terme. C'est l'objet même, pour demain mieux se protéger et superviser ce qui se passe en intégrant cette capacité de calcul et cette capacité de traitement qui va augmenter l'humain, fort de tout ce qu'on a cherché, ce qu'on a pu voir, et qui va surtout l'automatiser, mais de manière massive et mutualisée. C'est vraiment l'ADN, c'est de décorréler cette collecte d'informations, ce traitement, cette cyberprotection, de la connaissance de la menace et de l'amélioration de la connaissance de la menace. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, moi en tant que directeur de l'établissement, j'ai toujours Darktrace à l'intérieur, parce que je pars du principe que ça reste un peu ce qui nous a sauvés, donc je n'ai pas encore rompu le contrat, on va dire. Par contre, en effet, ça fait 3 ans que ça ne sonne plus. C'est-à-dire que l'outil sonne sur des manipulations internes. Mais avant ce qu'on faisait, avant ce nettoyage réseau, j'avais souvent quand même des points, des connexions. J'ai eu quelques alertes à un moment donné sur un certain nombre de choses, et j'avais du traitement à faire. Là, aujourd'hui, en toute honnêteté, alors je ne vais pas le dire trop fort évidemment, on est à l'occasion, ils vont m'appeler dans 5 minutes, mais pour l'instant, ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc maintenant, c'est bien, on a posé un petit peu tout ça, mais on voudrait aussi aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que justement, si demain on veut enlever un peu d'autres équipements ou autre, on va s'intéresser au biomédical. C'est le cas aussi justement ce qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est de dire, ok, très bien, je protège mon réseau ensemble, mais on a un gros problème sur le biomédical. C'est comment on fait pour identifier la menace sur le biomède en lui-même. On ne va pas les mettre... Alors, certains commencent à dire, ok, on peut mettre des EDR, on va passer beaucoup de certifications, ça va coûter un bras et ça va coûter très cher de mettre en place soit des EDR dédiés sur le médical, soit de mettre l'EDR que va vous vendre
l'industriel du biomédical qui va dire ben, je vous le vends sécurisé et je mets l'outil de cybersécurité et je m'en occupe, donc on rajoute des couches. Et l'idée, c'est de dire, bah, de toute façon, on va revenir sur cette même technique, et c'est de pouvoir poser des sondes, et cette fois-ci, ça va être des leurres en interne, dans le réseau. Aujourd'hui, vous achetez un petit Raspberry Pi, ça ne coûte pas grand-chose, on va dire une centaine d'euros, de mettre la technologie du leurre qu'on a en interne et d'autres dessus, et de venir en fait, tout simplement, enrichir. C'est-à-dire le bouclier de l'IA, c'est au service de la défense proactive. C'est-à-dire on va poser ces leurres un petit peu partout sur les rues, donc c'est ce que j'appelle le leurre nouvelle génération, sachant que dans l'objectif, c'est même que ce leurre soit capable de simuler le comportement d'un appareil biomédical. C'est-à-dire que logiquement, un appareil biomédical, il a une signature sur le réseau. Il a des ports ouverts, il a des... Hein, tu me confirmes si je dis une bêtise ou pas. Mais la signature au niveau biomédical, il y a une signature au niveau réseau. C'est-à-dire qu'il y a un protocole, des ports, une pompe à insuline connectée, elle va se comporter d'une certaine façon, on va communiquer d'une certaine façon. Ce qui serait fort, c'est d'être capable de même reproduire ça. Bon, ça, c'est un petit peu ce que je souhaite faire. Mais on peut déjà descendre en dessous. L'idée de descendre en dessous, c'est de dire on va poser un leurre, on ne va même pas intervenir au niveau biomédical, ça va se poser au niveau SI. On va se mettre dans le rack où il y a le réseau du biomédical. L'équipe SI va poser le leurre sur une adresse dans le placard et ça va se fermer. Donc on ne touche même pas aux équipes. Le leurre va être là. Et quand lui, il va sonner, parce que ça sonnera. Parce que de toute façon, un attaquant, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est bien, je suis arrivé sur une machine. OK. Alors, soit je peux siphonner tout le CRM. Ça s'appelle les fuites d'informations. C'est à la mode en ce moment. De toute façon, toutes nos informations sont dans la nature. Mais si on veut mettre par terre le centre hospitalier, il faut bien latéraliser, cartographier et aller programmer. On l'a vu avec TrickBot, on va programmer un programme qui, lui, va, au moment où il va se déclencher, va vous mettre par terre le SI, ou alors on le fait à la main. On a eu ce cas-là aussi. Mais à un moment donné, de toute façon, il va rayonner. Et l'idée du leurre, c'est au moment où ça s'allume, je récupère le timestamp, je récupère la date, l'heure, le protocole, et comme j'ai la sonde en cœur de réseau, comme j'ai toute la chaîne de valeur, je vais être capable de reproduire tout le scénario, et donc d'avoir en bout de chaîne l'adresse IP par lequel il est rentré. À partir du moment où j'ai l'adresse IP par lequel il est rentré, dans mon écosystème de défense, je mets sur le tableau de bord, j'ai pas mis de capi du tableau de bord, non c'est ça, voilà, ça va être le fonctionnement. Je vais pouvoir mettre sur le tableau de bord l'adresse IP en question. Je vais être donc capable de voir, merde, c'est en train de taper sur ma pompe à insuline dans mon établissement et j'ai récupéré l'IOC. Rien que dans le contrôle, il est en train de se passer ça chez toi, à l'autre bout du département, de l'autre côté. Et même si je l'ai rentré, en fait là on a fermé. C'est-à-dire que pour un attaquant, on a pris la photographie, et donc les sondes, en fait, on va couper le flux. Alors certains vont me dire, oui, alors, dans le cadre de problème, c'est le problème des enquêtes. Quand on tombe sur des IOC connus et des enquêtes en cours, ça c'est un autre sujet. Moi, pour l'instant, je suis en défenseur. Moi, l'objectif, c'est que l'établissement, il ne tombe pas. Et que les données de mon beau-père ne soient pas dans la nature et qu'on puisse protéger. S'il y a des données d'enquête, on verra, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'il y a des conventions et il y a d'autres moyens et d'autres manières de faire. Toujours est-il que dans les termes de protection, à partir du moment où l'IOC est identifié, l'attaquant est connu, je peux le bloquer et l'empêcher de venir en tout cas et de faire du grabuge ailleurs. Après, rien n'interdit de le garder et de le faire translater dans d'autres systèmes. Ce n'est pas le sujet. Mais l'idée derrière, c'est que cette expérimentation qu'on mène au GHND avec le soutien de l'ARS, c'est que pour nous, une première étape, c'est vraiment de créer un modèle de cyberprotection communautaire scalable. Encore une fois, je souhaiterais avoir ce niveau de technologie, et c'est ce qui est travaillé par l'industriel, pour dire ça, on va pouvoir le mettre, cette technologie va être embarquée dans un petit boîtier qu'on va pouvoir mettre dans les EHPAD, dans une pharmacie, dans un cabinet médical, dans un CH, un hôpital cadre. Voilà. Quelques mots aussi sur ce sujet, parce que là on parle techno et autres, c'est super. La réalité qu'on constate nous sur le terrain, c'est que les budgets cyber ne sont pas extensibles, loin de là, voire au contraire. Quand on veut aller chercher une massification, les petites organisations, même les petites organisations, se retrouvent confrontées à des choix concernant leur cybersécurité. Et puis les budgets qui suivent, c'est qu'on décale dans le temps un certain nombre de choses. Là aujourd'hui, en décorrélant, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les deux fonctions, on saura, tout n'est pas figé encore, hein, on va affiner, on va pas faire les résultats du projet avant de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, juste pour votre information, dans le monde des collectivités, pour les petites communes de moins de 3500 habitants, nous proposons une offre à 30 € par mois pour ces petites communes. Parce qu'on sait pertinemment que sur un budget supérieur à celui-là, c'est pas possible. C'est trop complexe. Et donc cette capacité-là, et c'est l'un des travaux de l'industrialisation, c'est d'arriver à faire évoluer le parc embarqué
avec les innovations que nous avons là. L'une d'entre elles est déjà intégrée, celle du ClickHouse pour avoir la base de données. Et Vincent peut témoigner que ça va beaucoup plus vite. On va 10 fois plus vite pour 4 fois moins de ressources nécessaires sur les bases de données. Ça permet très concrètement de recharger 2-3 mois d'informations et de les analyser de cette manière. Ces briques-là, les autres, les flux enrichis, le Forensio, vont être utilisables par l'ensemble des plus petits boîtiers, des plus petites solutions que nous proposons, ou en cœur de réseau aussi, ça c'est un élément fondamental auprès de l'opérateur dont on parlait, ce qui va permettre vraiment d'avoir une approche démocratisée et de masse de cette cybersécurité. Donc c'est vraiment nous, c'est bien sûr, on n'est pas là uniquement, on est là pour la cause bien sûr et faire avancer les choses, on est aussi là pour faire tourner des modèles, mais on est aussi là un peu, moi je viens d'un monde opérateur, je suis ingénieur télécom et j'ai longtemps œuvré sur le déploiement de la fibre optique pour des collectivités. Cette démocratisation du très haut débit, il y a quelques années, en 2005 quand j'ai commencé, on vendait le 10 mégas fibre optique, c'était 2000 € par mois. Voilà, je vous laisse imaginer la baisse de coût. Peut-être pas aller tout de suite vers la même baisse de coût dans le monde de la cyber parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on veut tester et voir. Mais c'est l'objectif, c'est de démocratiser cette cybersécurité tout en la gardant pertinente et performante. Ce n'est pas des boîtes magiques, il y a de l'humain derrière qui aura travaillé, il y aura un regard possible bien sûr par les centres de ressources régionaux de cybersécurité, par des SOC et autres. C'est vraiment cette démarche-là qu'on souhaite construire ensemble avec une co-construction publique-privée. En fait, l'idée, c'est pas de remplacer le DR pour un SOC, par exemple. Mais l'idée, c'est d'approche par le réseau et en disant, et là, on pourra se voir un peu après, et je viens de le vivre, je l'ai montré à Fabrice hier, on vient de raccrocher un établissement sur mon IPM PLS, et actuellement, j'ai vraiment du blocage, et assez malsain sur un établissement. Donc, il va falloir que j'aille voir la machine. Là, c'est pas la sonde qui me dit la sonde, elle coupe le flux. Dans la version qui va arriver avec les flux enrichis, je vais quand même savoir un peu la data qui passe dedans et qui est coupée. Mais là, en fait, c'est là où le SOC a besoin de l'EDR. Parce que là, moi, je suis capable de dire, cette machine-là, vous voyez, comme les Hewlett-Packard, là, les imprimantes, on a peut-être un souci. Maintenant, c'est le boulot du SOC d'aller régler ce problème-là. Et peut-être de déployer l'EDR pour aller analyser un peu plus profondément ce qui se passe. Nous, on s'arrête à cette industrialisation pour arriver sur un modèle économique le plus bas possible, le plus large, et arriver à défendre tout. Mais on vient, encore une fois, et ça va permettre aussi d'alléger les ressources humaines, alléger aussi les ressources technologiques qu'on a besoin derrière, en disant, voilà, la menace, elle est là, on l'a identifiée, on l'a bloquée, et on t'a donné du temps pour aller le résoudre. Parce que ce qu'on veut, avant tout, c'est du temps. Voilà. Des questions? Oui. Alors c'est... Ouais, on va le remettre. Il veut pas. On va remonter. Hop. On va le faire comme ça. Alors en effet, c'est l'IDS IPS. Aujourd'hui, vous avez des solutions open source qu'on pourrait nommer de type... non, je ne vais pas la nommer. Mais qu'on peut embarquer. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez mettre ce type de solution en place. Il y a plein d'annuaires d'IDS. Sauf que vous allez avoir un problème avec le firewall. Et ça, je vous le confirme. Il est incapable de traiter la charge du million, voire plus, d'IOC simultanément, sans avoir en fait une puissance de calcul nécessaire. C'est-à-dire ici tient un brevet sur cette capacité à traiter en fait le nombre d'informations sans avoir de latence sur le flux. Ça, c'est encore... Alors, pour vous montrer, donc les Lurio qui sont là-bas un peu dans mon SI, moi, ils sont dans mon SI. Aujourd'hui, un attaquant étatique, et il y a une étude qui a été prouvée, ça a été déjà dit, moi je l'avais déjà dit, en fait, on est capable de calculer le nombre de sauts que vous faites pour aller d'un point à un autre. Quand on s'attaque derrière une adresse IP publique et qu'on met un Lurio ou un pot de miel, souvent on le met en DMZ. Ok, j'ai fait un saut. Quand je regarde ma chaîne IP, je fais mon timestamp et que je calcule,
Je suis donc capable de calculer la latence. On sait que par saut, je sais à combien de sauts je suis derrière. Si je vois un seul saut calculé en rémanence sur ma trame, ok, ça c'est l'IP public, je suis dans la DMZ. Quand ils viennent chez moi, il y a plusieurs sauts. Ah, je suis peut-être pas dans la DMZ. Ah non, parce que tu auras fait 4 ou 5 sauts qui te disent que tu es peut-être dans le VLAN intéressant. Ça, c'est une approche aussi. Et ça, c'est pareil dans la méthode employée. Maintenant, concernant la sonde, le détoxio central, alors ce n'était pas cette présentation, ce n'était pas l'objet de cette presse, mais je l'ai avec du résultat. C'est pour l'opérateur 2 vCPU, 500 mégas de RAM pour ceux qui sont un peu techniques, en cœur de réseau opérateur, pour traiter un flux à 1 giga, où j'ai 30 sites, 600 machines, 1200 utilisateurs, et on est sur Office 365 pour l'instant. Désolé. On a migré vers Proxmox. Chaque chose en son temps. Un combat à la fois. Le Retex Proxmox, c'était pas le sujet. Mais c'est faisable pour les hôpitaux. Je lis là-bas, vous connaissez aussi. Pardon. Ils sont en pleine expérience. C'est pas le sujet. Mais on peut mettre de la souveraineté quand on veut. Donc ça, en fait, c'est le vrai savoir-faire de Serenicity. J'ai testé plusieurs sondes, françaises aussi, étrangères aussi. C'est quand même les seuls qui sont aujourd'hui en cœur de réseau opérateur. Et peut-être qu'en fin de semaine, il y aura d'autres annonces à faire. Et pour répondre complètement à votre question, parce que là on est dans un modèle implémenté, on peut aussi, par des boîtiers hardware très simples, positionner dans un petit établissement, derrière le firewall s'il est là. Certains n'ont même pas de firewall. Alors je parle dans d'autres univers peut-être, mais ça peut être une réalité. Si on parle des ESMS, il y a certains établissements, je ne suis même pas sûr que les firewalls soient vraiment là. Je les compare beaucoup à des petites communes, pas à tort ou à raison, mais malheureusement, la raison semble nous donner raison. Et derrière, c'est des boîtiers qu'on installe assez simplement. Je vous donnais cette métrique, on a installé 200 détoxios dans 200 communes. On a fait 199 installations par téléphone avec les secrétaires de mairie. Pour voir la complexité d'installation, enfin, vous l'aurez compris, la simplicité d'installation. Et ça aussi, c'est un élément fondamental, c'est que s'il faut passer 10 jours pour installer la solution et qu'il faut les hyper spécialistes, on ne peut pas. Là, on a vraiment cette capacité de quasi plug and play. On dit quasi parce qu'un jour on nous a dit c'est pas complètement plug and play, j'ai dû refaire mes routes de firewall et mes réglages. Oui, il y a certains cas, si vous empêchez le SSH, il faut le déconfigurer, laisser notre flux passer et revenir. Mais dans 99% des cas, c'est du plug and play. Et la menace, c'est pas que les flux entrants. On a des surprises en sortie. Oui. En fait, je me permets d'intervenir parce que c'est la genèse même de notre solution. Le patron du labo, chez nous, c'est un ancien patron de SN qui, à un moment, dit mais il y a des solutions, c'est des choses très simples. Enfin, des choses très simples, on filtre des IP, simplement on le fait comment. Puis en fait, à un moment, il nous disait, juste pendant le Covid, où on ne pouvait plus installer, on ne pouvait pas aller sur le terrain pour tester nos solutions, on avait les premiers résultats qu'on avait pu faire, puis on avait des tableaux, des superbes lignes. Et puis en fait, on disait mais on comprend rien en fait. Moi je suis allé porter ce message à des bêta-testeurs, ils disaient mais je comprends rien en fait, ça sert à quoi? Et du coup on a voulu vulgariser au maximum, ça c'est vraiment un ADN chez nous, on a créé la cybermétéo pour ça. La cybermétéo c'est transformer un nombre d'événements interceptés, coupés, bloqués en information météo. Du plein soleil jusqu'au cyclone, en passant par quelques orages qui doivent interpeller, accessibles sur smartphone, pour se dire, mais ce matin il y a de la pluie, je sors mon parapluie, je m'habille, et puis j'ai une cybermétéo, c'est quoi ce bazar? Moi, décideur, je ne vais pas réparer forcément, mais je vais pouvoir aller voir mon Presta, mon RSSI, lui demander, entre guillemets, pourquoi cette situation, et donc faire corriger. Donc on est au-delà du besoin de compétences, c'est juste comprendre les sujets de flux entrant, flux sortant, de filtrage, et d'être capable de lire son smartphone pour ensuite engager l'action, et où, alors ça c'est la version de base et de simplicité. Par contre, il y a toute une analyse de flux qui peut être faite derrière pour les spécialistes en centrale, par exemple, SOC ou le RSSI.
Et c'est une remarque très pertinente parce que moi, pour avoir sondé et puis avoir discuté avec mes pairs, ouais, mais Serenicity, c'est la petite sonde du coin et en fait, tu as vu le tableau de bord, on en fait quoi? En fait, ce tableau de bord-là, vis-à-vis de ma directrice, il est très clair. Par contre, derrière, justement, c'est en creusant et on a tous les outils qui vont bien. C'est-à-dire pour faire de l'expertise cyber, quand on commence à parler des flux, des NTP, des réseaux, des machins, là, on va perdre beaucoup de monde. Là, avec la carte, je peux arriver en codir. Un des exemples, je me permets ce dernier exemple, dans certaines communes, c'était le NAS qui discute. Bon, déjà, on a empêché l'obligation légale de déclaration à la CNIL sur fuite de données personnelles, mais dans d'autres communes, c'était tous les postes. Alors, il n'y en a qu'une dizaine dans certaines communes, la commune à laquelle je pense, mais en fait, l'action de rémédiation n'a pas été la même. Ça a été de nettoyer, bien sûr, mais aussi de faire de la sensibilisation sur arrêter de cliquer sur tout ce qui se passe. Et là, bah, le responsable réseau de l'EPCI qui traitait, il dit, bah, vous voyez, quand je vous parle d'une sensibilisation, concrètement, vous avez tous les postes qui font n'importe quoi, qui sont connectés à des IP toxiques. Bah, là, c'est pas de la techno, c'est de la sensibilisation, de la formation et autres. Et le vrai savoir-faire de l'industriel aussi, parce qu'on pourrait dire, bah oui, je fais la même chose et puis je prends les IP qu'on capture et qu'on met dedans. Ouais, mais je pense que vous allez avoir des interruptions de service. Parce qu'en fait aussi, la capacité qu'ils ont du coup, une adresse IP est vue aujourd'hui, comme on n'a pas le niveau de filtrage, malveillante dans un secteur d'activité. Quand on vous parle du domaine santé, si en effet cette adresse IP-là s'attaque à la santé, en fait j'ai un CRM de labo, en fait il y a un plugin sur un WordPress ou un truc en ligne qui sont en train de détourner des données, elle est derrière une adresse IP. Et derrière cette même adresse IP, vous avez l'industriel Michelin, on fait la commande de pneus ou autre, qui est hébergé derrière cette même adresse IP. Et en fait, le savoir-faire, c'est ça, c'est de dire dans quel secteur d'activité cette adresse IP est malveillante ou pas. Et du coup, je laisse passer, je suis Michelin, pourquoi je dis eux? Parce que je suis souvent en relation avec leur CERT. En fait, on laisse passer parce que eux, ils n'en ont pas besoin. Par contre, pour la santé, ouais, c'est malveillant parce que là, actuellement, votre site internet de votre prestataire en santé, il a été corrompu et il sert à capturer de la donnée. Et c'est là où la sectorisation, elle est vraiment importante. Et il n'y a que l'industriel qui peut le faire parce que lui, il a un regard sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc le cyberdome santé, aujourd'hui, c'est santé. Mais demain, on peut très bien imaginer d'autres domaines. Et c'est cette sectorisation qui va amener en fait la force aussi dans le collectif, dans le traitement de l'information et autres. Et ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes tout seul dans votre coin, même si vous dites « Ok, j'ai mon petit CH et je sais faire la même chose que toi ». Oui, il faut prendre toutes les briques open source et les faire. Je les fais d'abord, à moi tout seul, avant d'aller chercher un industriel. Parce que le problème, c'est que je me dis « Ok, je les fais chez moi dans mon CH ». Merde, l'EHPAD, putain, je viens de passer 4 heures, 5 heures ou 3 jours, dans 5 jours, il faut que j'aille recommencer ça. Puis après, il faut l'agréger. Et j'ai pas le temps. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Juste, on a un stand juste à côté. Si vous voulez voir une démo de chaque site plus précise, on est à votre service juste à côté, le stand de J24. F24, pardon.